j'ai pensé à cette introduction, évidemment, il y a un certain nombre de souvenirs qui me sont revenus. Comment faire autrement? Et j'ai pensé d'abord à une histoire très ancienne qui est une certaine escapade à Rome. Et là aussi, il y avait la grève des trains. Certains peut-être s'en souviennent. Et ça nous a laissé en rade une partie de la journée dans le train qui nous emmenait au congrès. Et j'en ai gardé des souvenirs assez extraordinaires. Ce dont je me souviens aussi, c'est de la voix tonitruante de Lacan. Il avait commencé en disant « La troisième, c'est titre ». Je l'ai encore dans les oreilles, cette phrase de Lacan. Et à la sortie, mon analyste m'a glissé dans l'oreille « Il nous enterrera tous ». Heureusement, il avait tort, car on est ici, vivant, et c'est à nous maintenant de nous débrouiller avec son enseignement. Ce qui n'est pas une chose simple. Et lui-même en avait bien conscience. Il y revient même sans cesse et ça lui revient tout aux oreilles. Il n'en est plus, c'est le cas de le dire. Ça nous change un peu de l'air du temps, où il semble bien, si j'en crois les échos récents, que devant la complexité du monde, devant la complexité de l'être humain, la tentation est grande, extrêmement grande, d'aller vers tout ce qui est simple, vers quelque chose même de tout à fait simpliste. Et c'est sûr que si tout était vraiment simple dans la compréhension du psychisme, eh ben on ne serait pas là à se casser la tête sur ce que nous a transmis la vie. Dans la salle, ici, à la tribune, pendant ces 2 jours, il y a beaucoup qui travaillent sur l'œuvre de Lacan depuis très longtemps, et j'en attends, comme beaucoup d'entre vous sans doute, qu'ils m'enseignent leur travail. Comme vous le savez, la publication des séminaires de Lacan est une affaire à rebondissement. Une affaire tordue, que dans ma naïveté de jeune analyste, je pensais autour des années 1974, ça ne rajeunit pas, une affaire extrêmement simple à résoudre. Nous arrivions, moi et les jeunes analystes ou futurs analystes, ceux qui sont aujourd'hui dans la salle et qui ont la tête chenue, comme mon voisin, nous n'étions, en tout cas moi je n'étais vraiment qu'un blanc-bec, lui était déjà plus avancé dans la terre. Mais en tout cas, pour les gens qui étaient dans ma génération, il y avait une sorte d'urgence à connaître les épisodes précédents. Alors ces épisodes nous étaient d'une certaine manière inaccessibles. Le séminaire se tenait déjà depuis 20 ans. Et on se demandait pourquoi il fallait attendre les calendes grecques pour en prendre connaissance. Et si possible sans nous ruiner, car j'ai des souvenirs, je pense que je ne suis pas le seul. À l'époque, un certain nombre de polycopiés circulaient. Ça coûtait à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, 300 francs, ce qui n'était pas exactement une chose donnée. Et donc, visiblement, il y a un petit trafic qui se passait en face de l'école Fresnel, une librairie qui faisait de la pression, je ne sais pas si vous vous souvenez. Un photocopieur, et à mon avis, c'est quand même un peu de blé. Évidemment, nous voulions également que ces séminaires aient un minimum de fiabilité quant au contenu d'un enseignement qui déjà n'était pas réputé simple, mais qui, par la forme prise par sa mise par écrit, se révélait d'une obscurité rare. Comment et pourquoi se prendre la tête sur des énoncés qui peut-être n'avaient qu'un rapport lointain avec ce que Lacan avait dit et rendait hasardeux toute interprétation à partir des dits polycopiés. L'affaire, vous le savez, ne s'est pas simplifiée par la suite, elle est devenue tellement inextricable que si cela n'avait pas été le fait d'une certaine conjoncture, je ne m'en serais certainement pas mêlé. Enfin, j'ai fait le choix de dire un jour sur Oedipe, chiche,
à ceux dont Jacques-Alain Miller, qui semblait d'accord pour essayer une nouvelle fois de démêler cette pelote, avant que nous soyons tous morts, de faire en sorte qu'on parle ensemble. H. m'a dit, et si on commençait par encore, j'ai dit allons-y. Ça a pris en fait une autre tournure. Il fallait, si j'ose dire, commencer par un certain commencement, même s'il n'y a jamais de commencement, tout est toujours continuation. Et donc évoquer les problèmes généraux que pose la transcription des séminaires. Volontairement, je n'ai pas voulu, je n'ai pas souhaité, ça avait été évoqué, y ajouter le problème de la traduction, qui est encore une autre question. Et j'ai choisi de faire, après cette réflexion sur la question de la transcription, encore qui devait être le seul et unique point d'ancrage de ce travail, de demander que les exemples qui soient pris pour réfléchir sur les problèmes posés le soient principalement, vous verrez que ce n'est pas le cas uniquement, mais principalement sur le séminaire encore. Cette question de la publication de son séminaire, Lacan se la pose à l'évidence dans le décours d'encore. Il y a de nombreux exemples à cela. Je pense qu'Éric Porge en parlera cet après-midi. Pour ma part, j'ai réécouté la bande enregistrée du séminaire que Serge H. Blum et Patrick Vallas ont eu la gentillesse de me passer. Au fond, il nous donne quelques pistes. Lacan, quand il parle de la manière dont on peut le lire. Ce sur quoi moi je me suis attardé, c'est lorsqu'il parle de la publication du livre de la Coulaba. Et Jean-Luc Nancy, le titre de la lettre, auquel il fait référence dans le séminaire encore, comme vous le savez. Il plaisante à ce sujet et il dit qu'il a été bien lu. Et que pour bien le lire, lui, Lacan, à entendre comme mieux que certains qui me veulent du bien ou qui me sont proches, il lui désuppose un savoir. Mais enfin, précisément, cette désupposition suppose une supposition préalable. Et c'est là sans doute une des clés que nous fournit Lacan pour le livre. Une posture qui alterne et hésite entre une supposition et une désupposition. Si cette posture est en effet comme un point de bascule possible lorsqu'il s'agit d'un écrit, comme c'est le cas pour le texte de la Coulaba et Jean-Luc Nancy, texte basé sur la lecture de l'article de Lacan, l'instance de la lettre, la raison du code, comment s'appuyer sur l'écriture d'un enseignement oral, sans s'interroger sur la solidité de l'appui qui servira à notre basculement. Supposition, désupposition. Je pense que c'est un des points sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Mais enfin, s'il écrit à ses avantages, ce n'est pas sans raison, sans doute, que l'essentiel de l'enseignement de Lacan fut oral. Et l'une des raisons en est sans doute la participation à cet enseignement de ceux que je nommerai ici le public. Lacan avait besoin pour enseigner d'un public. Il ressort en effet de l'écoute quelque chose que l'écrit ne traduit pas et ne peut sans doute pas traduire. Une ambiance. Le séminaire, c'est aussi une ambiance. C'est un spectacle, je n'hésite pas sur ce terme. Les propos en sont parfois fort ardus, mais quand même, je dirais, on se marre. Lacan, selon le mot de Jacques Nassy, qui fabrique du transfert. Le séminaire, si j'ai bien retenu et si je ne déforme pas ce qu'il m'a dit, c'est une machine à fabriquer du transfert. C'est ce que j'ai pu entendre sur ce que tu dis. On y vient aussi pour ça. Car la salle est faite de gens qui, pour la plupart, se côtoient, se connaissent, travaillent ensemble, s'aiment, se courtisent, se détestent, sont sur le divan de Lacan, ou sur ceux qui assistent eux-mêmes au séminaire. Et chacun de guetter alors si Lacan va parler de lui, de sa cure, de quelque chose de la vérité qu'il a, en tant qu'analysant de Lacan lui-même, tenter de dire à Lacan. Secret espoir, toujours déçu ou presque, bien sûr, sauf dans l'illusion du détour d'une phrase entendue. Enfin, tous ont en commun un réel plaisir à venir écouter Lacan. Ils se donnent en spectacle et le spectacle est bon. D'ailleurs, quand le spectacle deviendra moins bon,
Quand le jongleur commencera à hésiter sur la corde à attraper et le nœud à nouer, le public se mettra à bouder. Début du désamour. Les acteurs disent que la salle fait partie de la réussite d'un spectacle, et bien la salle était bonne, et l'humour, la séduction, n'étaient certes pas absents des séminaires. N'était-il d'ailleurs jamais chez la cour. Ainsi, si nous devons viser à quelque chose, ce n'est certainement pas d'ajouter aux propos que nous tiendrons durant ces 2 jours quelques rires enregistrés, comme il est de mise aujourd'hui dans certains spectacles. Mais que l'humour et le plaisir d'être ensemble ne désertent pas ces lieux. Voilà. Je vais en rester là pour l'instant. Je reprendrai la parole comme vous, au fur et à mesure de ce travail qui va durer 2 jours, et où j'espère, je souhaite, que chacun intervienne dans cette réflexion commune et comprenne ce travail comme un travail d'échange, où chacun, ici, parle de sa place. Vous trouverez sur la table de la librairie tout ce que nous avons pu rassembler concernant les séminaires. Ce que vous ne trouverez pas, la libraire ou les jeunes filles qui sont là vous expliqueront pourquoi. Donc c'est Michel Ferradou et la terrasse de Gutenberg qui ont organisé la librairie. Certains ouvrages nous ont été refusés, d'autres sont introuvables. Mais je tiens à dire très clairement que pour ma part, en ce qui me concerne, je n'ai rien écarté. Je voudrais enfin dire un petit mot pour remercier Marie-Claude Labadie, qui s'est occupée avec moi de la préparation de ce travail du colloque. Irène Aguerre, qui va filmer avec sa collègue les débats, ainsi que tous ceux qui m'ont aidé dans la préparation de ce colloque. Préparation qui n'a pas été si compliquée que ça, moins que je ne le craignais, mais qui évidemment demande un certain travail. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Jean Alouche. Je vais être président de séance tout au long des 2 jours. Je serai assez strict en ce qui concerne les temps de parole des intervenants, de manière à ce que, encore une fois je le rappelle, chacun puisse dans la salle prendre du temps et qu'on ne soit pas constamment à la bourre à la fin des exposés et que le temps de discussion soit suffisamment large. En sachant que une bonne partie de l'après-midi de dimanche sera essentiellement consacrée au débat. Donc ceux qui n'auront pas pu dire ce qu'ils ont à dire pourront le faire, au moins dimanche après-midi. Bien, j'ai donc donné un texte assez fourni, je crois. J'attendais le travail. J'ai donc donné à Laurent Levagarès et donc aussi de type un texte assez fourni, me semble-t-il, qui rentrait dans les détails, qui faisait un certain nombre de constats. Et donc je suis tout à fait disposé à ce que je suppose que la plupart d'entre vous l'ont lu. Je suis tout à fait disposé à ce qu'on commence la discussion tout de suite. Oui, oui. Vous voulez pas qu'on commence la discussion de ce texte tout de suite? Bon, ben c'est dommage parce que je vais être obligé juste de rappeler certains points, mais ça ne va pas beaucoup nous avancer. Donc, je disais un certain nombre de constats. Premier constat, le fait que Lacan ait approuvé toutes les transcriptions qui ont été faites de son séminaire,
je tire de cette approbation réitérée cette conclusion que ces jugements ne peuvent pas servir de critères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier au jugement de l'accord pour décider de la qualité d'une transcription ou de la pertinence d'une transcription. Vous vous souvenez que celle de Pontalis était catastrophique et que l'accord a néanmoins loué. Deuxième point qui me semble tout à fait décisif, c'est l'élection par Lacan de Jacques-Alain Miner dans une position qui est, je dirais, tout à fait surdéterminée, puisqu'il est donc à la fois dans celui qui transcrit, il est co-auteur et il est exécuteur testamentaire. Il me paraît assez clair que ces différentes fonctions ne vont pas nécessairement très bien ensemble, et que Jacques Alain a plusieurs fois témoigné des difficultés que ça posait de mettre ensemble, de mettre sur les mêmes épaules ces différentes fonctions. Une question en tout cas surgit pour nous de ça, puisqu'on a le résultat de son publication de seuil. La question est la suivante: comment est-ce que la fonction co-auteur oriente le travail? Troisième point que je crois lui aussi assez clair, il me paraît qu'il n'y a aucune concurrence entre cette façon de transcrire l'accord, qui est, comme nous avons le produit de version du seuil, il n'y a aucune concurrence entre cette façon de transcrire l'accord et ce qui serait une transcription critique. Le geste n'est pas le même, le public n'est pas le même, les rapports respectifs à Lacan sont aussi différents. Donc voilà, pas de concurrence, pas de rivalité en ce qui concerne cette question de la transcription. Autre constat qui nous engage de manière désagréable, c'est-à-dire nulle part n'a été établi l'ensemble des séminaires de façon critique. Voilà, ça fait longtemps. Eh bien, il y a ici et là quelques versions critiques, chacune va de sa manière, et autre constat que je fais dans ce cadre-là, il n'est pas sûr qu'une même façon critique puisse fonctionner sur l'ensemble des séminaires. Voilà, dernière remarque de caractère, disons, général. Ça a encore été répété par Laurent, et je ne suis pas d'accord avec ça, cette idée que l'enseignement de Lacan est de caractère essentiellement oral. Mon premier bouquin, Lettre pour lettre, il y a 20 ans, indiquait que l'enseignement de Lacan prenait un appui sur l'écrit même qu'il produisait. Et donc, l'enseignement de Lacan, à mon avis, n'est absolument pas essentiellement oral. Et donc, il y a des problèmes concernant l'écrit qui sont des problèmes spécifiques quand on doit transcrire les séminaires. Alors, bon, voici pour les remarques d'ordre général, disons. Je vais poser 4 questions. Première question, que faire des lapsus? Ce sera un rappel de ce que vous avez pu dire dans le texte qui est sur le site, donc le titre. Que faire? Il n'est pas sur le site, donc il est menti à ceux qui... Ah, ça a été fait comme ça. D'accord. Donc, première question, que faire du lapsus? Deuxième question, transcrire, est-ce tirer l'accord dans un certain sens? Troisième question, transcrire, est-ce que ça nécessite d'inventer? Quatrième question, transcrire, bien sûr, on transcrit avec une doctrine, et en transcrivant, on construit une doctrine, mais ce faisant, est-ce que cette doctrine même qui est ainsi construite, est-ce qu'elle va jusqu'à orienter la pratique analytique? Je vais présenter un cas où la réponse est positive. Donc, lapsus,
il y a dans la séance du 26 juin 73 un lapsus de Lacan qui est tout à fait remarquable par nous, mais aussi remarqué par lui. C'est un moment où Lacan tente d'articuler l'amour et le non-rapport sexuel. C'est quand même une affaire assez rigolote. Et donc, il tente une articulation logique de cela. Donc, il dit que tandis que le rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s'écrire, de développe une possibilité, l'amour effacerait la première négation de cette proposition. Et donc, l'amour cesse de ne pas s'écrire. L'amour serait de l'ordre de la contingence. Il s'agirait donc avec l'amour d'une illusoire écriture du rapport sexuel. Puis, cette négation qui reste tente encore à se déplacer et le cesse de ne pas s'écrire se transforme en ne cesse pas de s'écrire et de contingent, l'amour deviendrait ainsi nécessaire. Vous voyez, c'est très joli, c'est mignon, c'est bien construit, bien logique, on est très content avec ça, on va avoir là un savoir sûr, n'est-ce pas? Sauf que voilà, un lapsus intervient et Lacan se trompe quand il reparle du nécessaire, s'en mêle les pieds dans la négation. À un moment donné, il continue comme s'il n'avait pas fait ce lapsus, et puis quand même, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il a fait ce lapsus, il y revient et le commente. Et en le commentant, sans doute fait-il un second lapsus. Alors ce premier lapsus viendrait marquer l'amour non pas comme nécessaire, mais comme impossible. L'impossibilité du rapport sexuel, en quelque sorte, viendrait contaminer l'amour et le rendre lui-même impossible. Or, si ensuite Lacan a bien dit dans son second lapsus qu'il a manqué cette contamination, manqué au lieu de marquer, à ce moment-là, son propos lui-même, avec ces deux lapsus, laisse complètement en suspens le positionnement de l'amour au regard du non-rapport sexuel. Alors, comme conclure, je crois qu'à minima, nous devons conclure que nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant, et notamment citer comme relevant de Lacan l'articulation logique du non-rapport sexuel et de l'amour telle qu'elle se trouve présentée dans la version du seuil. La version du seuil a effacé donc aussi bien les lapsus que leur commentaire par Lacan. Devons-nous nous régler sur cet effacement, un effacement voulu par lui? Pour ma part, je ne souhaite pas que nous confirmions cet effacement. La règle, oui, par lui, c'est Lacan, oui, c'est un texte qui a été publié du vivant de Lacan. Donc on peut supposer que Lacan a relu, je ne sais pas exactement comment Lacan a relu les séminaires qui ont été publiés sur le vivant. À mon avis, il a fait ça en vitesse. Mais bon, je quand même dira peut-être le contraire. À mon avis, il a fait ça comme ça. Je ne crois pas qu'il ait vraiment... parce que relire une transcription, c'est refaire le travail. Donc il aurait fallu que Lacan reprenne la sténotypie, reprenne ce que lui donnait Jacques Alain, et qu'il phrase à phrase, il regarde le travail. J'imagine pas que Lacan ait fait ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne l'imagine pas. Donc, je crois qu'il a comme ça parcouru le travail et qu'il a trouvé que c'était très très bien et qu'il a dit ok, voilà. C'est ce que j'imagine. Donc concernant les lapsus, il me semble que la règle selon laquelle dès lors qu'un lapsus est commenté par Lacan, dès lors qu'un de ses propres lapsus est commenté par Lacan, il y a lieu de transcrire et le lapsus et son commentaire, et non pas, comme c'est ici fait dans la version seuil, d'effacer l'ensemble. Parce que là, dans le cas que je cite, la conclusion est différente. C'est-à-dire, soit on a un savoir logique qui paraît bien établi, soit on a, avec l'intervention du lapsus, qui bien sûr vient
mettre des bâtons dans les roues de ce savoir, soit on a quelque chose qui reste flottant et vis-à-vis de quoi on ne peut tirer aucune conclusion. Alors, transcription tendancieuse, c'est mon second point. Est-ce que transcrire, c'est tendre à une certaine version de Lacan? J'ai donc donné comme exemple une séance du 5 juin 63 transcrite par l'association freudienne, c'était comme ça qu'elle s'appelait à l'époque. Elle a mis 20 ans à se rendre compte qu'on pouvait prendre les choses autrement. Elle est devenue association lacanienne. C'était pratiquement 20 ans après l'école lacanienne. Donc voilà, il y a là un passage qui est absolument incompréhensible, illisible. On pourrait passer des années et des années à essayer de déchiffrer, on n'arriverait à rien. La transcription donc de l'association freudienne s'est contentée de reproduire, sans le moindre recul critique, 3 bêtises de la sténotypiste, qui depuis, vous le savez, en a commis au moins une autre. Bien entendu, Jacques-Alain Miller a rectifié les plus grossières erreurs de la sténotypiste, et donc la question se pose, ce que vont penser les gens de la fille, n'est-ce pas, qui sont très fâchés contre les transcriptions Miller, lorsqu'ils s'en remettront à celle de leur propre groupe, et qu'ils diront dans ce passage que, je cite, « le moi constitue le champ de l'autre comme manque ». J'imagine qu'ils penseront au moi de Charles Melman. Je ne vois pas d'autre solution. Alors, deuxième cas de transcription tendancieuse, c'est la toute première fois où, dans son parcours, Lacan situe l'amour sur le registre du comique. Et c'est aussi la toute première fois où il articule amour et sexe. C'est pas rien. La version seuil, dans un passage que vous pouvez avoir sous les yeux si vous avez mon texte, a substitué quasi systématiquement, sauf une fois, au soi qui était écrit dans la sténotypie, a substitué au soi le ça. Le contexte donc indique clairement que cela revient à éloigner Lacan de Hegel et à le rapprocher de Freud. Or, cette opération, cette transcription, cette substitution, présente 3 conséquences regrettables. Premièrement, elle prive Lacan de son plus fort argument en faveur du comique de l'amour, à savoir le fait que dans la religion esthétique, Uns Religion, le tragique précède le comique. Donc le comique lui est subjectivement supérieur. Un argument de poids. Deuxièmement, cette substitution débouche sur un énoncé qui ne convient, à mon avis, ni à Freud ni à Lacan. Je cite, « Le ça est par nature au-delà de la prise du désir dans le langage. » Cet énoncé ne va pas. Le soi, oui, est au-delà, etc., mais le ça, certainement pas. Troisièmement, cette transcription, et je trouve que c'est le point le plus ennuyeux, empêche de lier ce propos qui est du 18 décembre 57 à un autre propos qui est du 21 novembre 62, où, s'agissant de l'amour, Lacan, une nouvelle fois, ferraille avec Hegel. Ce débat, ça fait 3 ans que je tiens un séminaire sur l'amour Lacan, je commence quand même un petit peu au fait des questions. Ce débat, poursuivi avec Hegel, est d'une importance telle, s'agissant de ce que j'appelle l'amour Lacan, que je n'hésite pas aujourd'hui à vous dire que concernant l'amour, concernant la problématisation de l'amour, si on veut dire ça comme ça, Hegel fut plus important pour Lacan que la fine à mort, ou encore que sa lecture du Banquet Platon. J'aurais évidemment été incapable de tenir un tel propos il y a 3 ans. Alors, mon troisième point, c'est invention. Aussi.
transcrivant, on est amené à inventer. J'ai présenté donc dans ce papier 3 occurrences, mais il y en a des dizaines et sans doute des centaines. 3 occurrences où l'écriture d'autres fait problème. Occurrences où l'on ne saurait sans sauvagerie trancher entre autres petit a et autres grand A. Ce à quoi contraint le fait d'écrire. Dans la première de ces occurrences, comme ça c'est juste un petit rappel que je vous fais, Lacan parle du rapport à l'autre en désignant ensemble, c'est ça qui compte, en désignant en même temps l'autre en tant qu'objet unique, l'autre de l'amour, donc l'autre fait avec un petit a, et l'autre comme répondant du langage. Il parle du rapport à l'autre en désignant ces deux autres-là. Il est impossible d'écrire ni autre grand A, ni autre petit a. Et donc, je fais une proposition. Je propose que toutes les fois où ce problème se présente, donc je répète, elles sont nombreuses, je propose que nous inventions et que nous écrivons autre, O-T-R-E, pour indiquer que justement, il est exclu de choisir l'un ou l'autre autre. Alors évidemment, c'est pas bien, quoi, parce que Lacan s'est bagarré des années pour justement qu'on fasse la distinction entre petit autre et grand autre. Et donc, être amené à dire que dans certaines occurrences, justement cette distinction conceptuelle ne fonctionne pas, on a l'impression que c'est lui faire du tort. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je crois au contraire qu'un de ses mérites, c'était de savoir, comment dire, ne pas se tenir, quand cela s'imposait, ne pas se tenir à ceux-là même qu'il avait lui-même construit. C'est-à-dire être à côté de ceux-là même qu'il avait lui-même construit. Ça, c'était quelqu'un qui savait faire ça. Ils ne sont pas nombreux ceux qui savent faire ça. Je pense que Foucault était celui-ci. Alors, le dernier point que je voudrais, indiquer est quelque chose d'assez ennuyeux, puisque je vais vous indiquer que une certaine façon de transcrire va jusqu'à avoir pour conséquence une certaine manière de pratiquer l'analyse. C'est-à-dire que les enjeux ne sont pas simplement des enjeux théoriques, mais on a des témoignages précis que, une fois un parti pris théorique pris par la transcription, eh bien, cela va suivre au niveau de la pratique. Bon, il s'agit de quelque chose de très sérieux, il s'agit donc du traitement possible du psychose. Dans le séminaire donc, du psychose, Lacan, bien sûr, convoque la célèbre phrase de Freud, selon laquelle le psychotique aime son délire comme lui-même. Et il va, comme à son habitude, bouleverser Freud. Pour cela, il tente une sorte de parallèle entre un fait socioculturel qu'il établit lui-même, parce que bon, je ne crois pas que quelqu'un d'autre ait formulé ça comme ça, il parle de la dégradation socioculturelle de l'amour. Depuis la grande figure de l'amour courtois, l'amour au fil du temps, même avec la reprise romantique de l'amour courtois, l'amour se serait dégradé jusqu'au point qu'on arriverait dans un moment où l'amour aurait, présenterait une figure qui serait justement proche de ce que serait l'amour dans les psychoses. Le parallèle est là. Il faut savoir que dans ce séminaire, Lacan pense l'amour en référence à la parole pleine, à ce qu'il appelle le pacte amoureux. Évidemment, il n'y a pas de pacte amoureux. Ça ne tiendra pas longtemps dans ce séminaire, cette idée de pacte amoureux. Mais là, c'est sa référence du moment. Et donc, l'amour étant lié au pacte amoureux, à la parole pleine,
à l'opposé, l'amour du psychosé, comme il appelle, c'est très bien psychosé, l'amour du psychosé se porterait là où la parole est absente, je cite. Étant donné son rapport au signifiant, étant donné son attachement à la seule forme de la parole, le psychosé ne peut aimer qu'ailleurs, ne peut qu'aimer ailleurs. Quel est l'objet de son amour? Voilà la question qui se pose, d'accord? Et il y a une réponse qui va chercher chez Rousselot. L'objet de cet amour, c'est ce qu'il appelle l'autre absolu. Voilà, qui avec Ranta sans problème. Alors, confronté à cet endroit, la transcription seuil, la sténotypie, fait apparaître un certain nombre de distorsions. Je n'en garderai pour cet exposé oral que deux d'entre elles. À lire cette version donc, du seuil, on devrait admettre que l'amour dans les psychoses fait se recouvrir la relation imaginaire et la relation symbolique. Or, est-il dit, si on regarde la sténotypie, le psychotique, justement, c'est ce qu'il ne fait pas. Le psychotique, dans son amour extatique, ne fait pas se recouvrir la relation imaginaire et la relation symbolique. Comme l'amour psychotique, l'amour extatique pose l'existence d'un autre radicalement autre, mais au prix de l'abolition du sujet. Et là, nous allons avoir affaire dans la version seuil à une distorsion. À cette distorsion même, je dis qu'elle est ensuite allée jusqu'à avoir des conséquences dans la pratique des psychanalystes, de certains psychanalystes. On lit dans la version seuil, mais cet amour est aussi un amour mort. Lacan n'a pas dit que l'amour extatique du psychotique pour l'autre absolu est un amour mort. Au contraire, il parle à ce propos clairement d'une possibilité de la relation amoureuse portant, précise-t-il, sur un objet bien défini, l'hétérogénéité radicale de l'autre. Autrement dit, le psychotique aime l'autre en tant qu'autre, cet amour est vivant. Et donc la séquence qu'on lit dans la version seuil, la séquence qui dit ceci, en tant que cet amour est aussi mort, veut dire, conformément à Rousselot, qui est là derrière moi, que cet amour vivant, pour autant qu'il se réalise, implique l'abolition du sujet. Vous voyez, cet amour est aussi mort, ça veut dire cet amour est aussi une mort. Ça ne veut pas dire que c'est un amour mort. Hein? Donc toujours sur l'interprétation de cet aussi, et là, donc la phrase du seuil tranche dans un sens qui n'est pas, à mon avis, le bon, en disant cet amour est aussi mort, c'est-à-dire c'est un amour mort. Alors que ce qui est dit, c'est que cet amour, qui est un amour vivant, est aussi une mort. Alors la confirmation que ceci est allé jusqu'à avoir des conséquences dans la pratique de certains analystes, je l'ai trouvé dans l'ouvrage collectif paru au seuil en 2004, L'amour dans les psychoses. Dans l'avant-propos, dès l'avant-propos de cet ouvrage, mais aussi dès le premier texte que j'ai lu, texte assez pénible, où il y a un savoir qui est vraiment assuré de lui-même. Je crois que l'auteur s'appelle Boris, je ne connais rien de lui, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, il y a 2 pages d'un condensé féroce sur ce que serait l'amour dans les psychoses selon Lacan. Aucune question n'est posée, tout a l'air d'aller de soi, tout a l'air de rouler comme une bonne mécanique. Et donc cet auteur dit clairement, voilà, dans une psychose, l'amour est mort. Et dans la préface aussi, on a cette même affirmation. Voilà, je crois pouvoir conclure. Donc,
aussi nombreuses soient les améliorations apportées à une transcription qui est de la main d'un co-auteur, jamais ne s'ensuivra cette métamorphose qui ferait virer cette modalité du transcrire en une transcription critique. Autant vouloir faire une poire d'une pomme. Or, Jacques Lacan a bel et bien rendez-vous avec la critique. Il a un rendez-vous avec la critique. Il le savait, il le souhaitait, et ce qu'il remarquait à propos de Joyce, de ce rendez-vous avec la critique, vaut évidemment également pour lui. Et Jacques Alain, d'ailleurs, annonçait, il a déjà dit il y a des années, et il annonçait encore récemment ce rendez-vous de Lacan avec la critique. Il est vrai, en des termes qui semblent indiquer qu'il ne l'appelle pas tant que ça de ses voeux. Alors voilà, quelle modalité de lien avec Jacques Lacan empêche ou permettent de traiter de manière critique les traces de son enseignement? Mais aussi, autre question, est-ce bien cela, à savoir une transcription critique, est-ce bien cela dont ses élèves auraient la responsabilité? Reviendra-t-elle cette responsabilité à d'autres qu'à des élèves? Quelque chose dans son enseignement l'exclurait-il? Je ne le sais pas. L'épreuve, au jour d'aujourd'hui, n'a pas été faite. Soit Michel Foucault. Que le personnage soit lui aussi adulé, cela, on en a eu récemment une retentissante preuve. Eh bien, cette adulation fait bon ménage avec une position critique de ceux-là même qui établissent ces textes, notamment donc ces cours au Collège de France. Comment caractériser ce rapport à Foucault qu'indique la publication des 10 écrits? Un instrument de travail incroyablement plus performant, si vous voulez qu'on dise ainsi, que la parution au seuil, comme ça, au compte-gouttes des opuscules. Les 10 écrits, c'est quelque chose qui fonctionne, et pas seulement en France. Donc, cette publication des 10 écrits, quel rapport à Foucault indique-t-elle? Comment a-t-il fallu se situer par rapport à Foucault pour que soient publiés ces 10 écrits? Et pour que les gens qui établissent son texte, ensuite soient extrêmement critiques vis-à-vis de ce texte même. Il me semble qu'on peut déduire ou conclure de ce rapport à Foucault qu'il est acquis que Foucault, aux yeux de ceux qui le traitent ainsi, supporte la critique. Que celle-ci, aussi aiguë soit-elle, ne fait pas s'évanouir définitivement le propos de Foucault, qu'elle ne fait au contraire cette critique que mieux le révéler. Il me semble qu'un rapport de cet ordre devrait être mis en acte dès lors que l'on s'aviserait de produire une transcription critique des séminaires et autres interventions orales de Lacan. Cela n'a pas lieu. Craint-on que son enseignement y succombe? Ce serait, si tel était le cas, pour finir, et en dépit de tout ce que l'on proclame, bien peu faire confiance au frayeur de Lacan. Voilà, je vous remercie. Daniel Arnaud, est-ce que vous voulez dire quelques mots? Oui, je veux bien prendre la parole tout de suite sur le dernier mot de Jean Anouche qui parle de confiance. Et ce qui était très amusant dans votre introduction, c'est que vous avez fait vous-même un lapsus qui était merveilleux
Et vous avez parlé de Lacan qui, sur les suites de son enseignement, en avait pleinement confiance. Je me suis demandé si c'était pertinent ou pas de prononcer aujourd'hui le mot de cette écriture. Comme si c'était un sujet qui pourrait fâcher, mais autant s'en débarrasser tout de suite. Parce que cette écriture prête à un certain nombre de malentendus. Et je ne sais pas si je peux arriver à en lever quelques-uns. Mais en tout cas, ça serait en quelque sorte l'histoire d'une série de rendez-vous manqués. Voilà, je voudrais faire une toute petite chronologie de ces rendez-vous manqués. Ça m'oblige à reprendre un vieux chapeau que pourtant j'avais voulu déposer. Si Jacques-Alain Miller a pu nous dire dans une réunion préparatoire qu'il ne tenait pas tellement à être Saint-Sébastien, il est vrai que je n'ai pas non plus tellement le goût des auréoles et que quelqu'un un jour m'a appelé Sainte Écriture, ce qui était assez drôle, assez bien vu, mais pas très gentil. Je voudrais répondre à une question que Jacques-Alain Miller a souvent posée. Je m'adresse à vous. Vous demandez, mais pourquoi est-ce que toutes ces questions viennent maintenant, alors qu'elles ne se sont pas posées du vivant de Lacan? Pourquoi est-ce qu'on critique maintenant ce que je fais, alors qu'avant on ne s'occupait pas de ça, on me faisait confiance? Alors, je pense que transcrire sur un mode critique, ça ne pouvait en effet se poser comme question qu'après la mort de Lacan. Que c'est quelque chose que certaines, peut-être il n'aurait pas voulu. Et qu'en tout cas il n'aurait pas aimé. Vous parliez du titre de la lettre, ça ne pouvait pas en effet venir de son école. Un jour, lors d'un colloque, devait être la maison de la chimie, je ne sais plus en quelle année, je me suis trouvée assise à côté de Lacan. À la tribune, il y avait quelqu'un qui commençait son exposé par une citation de Lacan, bien sûr, et une citation qui concernait la lecture. C'était sur le « Seul le juif sait lire », il était question du Midrash. Et Lacan s'est tourné vers moi et il dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» et alors je dis « Il dit quelque chose que vous avez dit. » J'ai dit ça, moi? Et il avait l'air accablé. C'est-à-dire qu'une transcription qui consiste à le prendre au mot n'est pas nécessairement de son goût. En tout cas, ça ne pouvait pas lui être agréable. Et en ce qui me concerne, je ne pouvais me lancer dans une transcription critique qu'à partir d'un deuil, à partir du moment où lui n'était plus là. Et il y avait en quelque sorte une dimension de mise en pièce du texte que Lacan, dans sa personne, ne pouvait pas supporter. La transcription du texte, c'est la toilette du mort, c'est ce que dit Barthes. Ce n'est pas la prise au mot du vivant. Et le vivant, lui, il avait donné mission à quelqu'un qu'il avait choisi. Et ce quelqu'un le faisait très bien, faisait la tâche au goût de Lacan. Je n'avais absolument rien à y redire, je suis d'accord avec Jean Ralouche là-dessus, les deux façons de faire étaient et sont toujours complètement différentes et pas concurrentielles. Simplement, à l'époque où nous avons commencé cette écriture, en 1983, il était pour nous exclu de se lancer à transcrire un séminaire déjà publié au Seuil. Nous considérions qu'il y avait bien assez de séminaires en souffrance pour que on puisse en quelque sorte
nous pensions, enfin, naïvement, entre guillemets, ne pas le faire en double. Donc c'est pour ça aussi que nous avions fait ça, bien que ce soit une diffusion assez confidentielle, il y avait 500 abonnés, au grand jour, en faisant des polygrammes en public. N'empêche que c'était illégal. Et même si nous avions parié qu'il n'y aurait pas de procès, nous n'avions pas à être stupéfaits d'en avoir un. Et nous pouvions admettre à ce moment-là que l'exécuteur testamentaire est le gardien du droit moral, beaucoup plus certainement que le co-auteur s'estimait en devoir de nous faire ce procès. Il était encore beaucoup trop tôt pour envisager un mode d'abord du séminaire autre que celui choisi par Lacan. Et évidemment, je ne vais pas insister là-dessus. Jacques-Alain Miller m'a exprimé ses regrets et il n'a absolument pas à s'excuser de cela. Si nous avons souffert à l'époque, ce n'est pas tellement venu de sa part. C'est beaucoup plus venu d'autres assauts et d'autres conseils. Passons. Je n'étais pas du tout fâchée à ce moment-là, je me suis fâchée plus tard. Au moment du procès, la diffusion des volumes de cette écriture a complètement cessé. Personne n'a jamais voulu le croire, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que cette écriture n'a plus été disponible comme volume. Et encore aujourd'hui, n'est pas disponible comme volume. Ça n'a pas été réimprimé. Ce qui restait à faire comme travail à ce moment-là a été fini et a été stocké. Je vais venir au moment où je me suis fâchée. Là, c'était en 91, quand le séminaire avec le grand S a été publié et que j'ai constaté, je n'étais pas la seule bien sûr à le constater, que le travail de cette écriture n'avait servi à rien. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été pris en compte qu'un certain nombre d'éclaircissements étaient suffisamment au point pour permettre une version du seuil excellente. Bon, inutile de raconter la suite, tout le monde la connaît ici. Il y a eu à ce moment-là un colloque initié par l'école lacanienne, qui était un manifeste pour la transcription critique, et il y a eu la parution du transfert d'un tous ces errata. Évidemment, ça, c'était pas très amical, ça ne pouvait pas l'être. J'écrivais un texte à ce moment-là qui s'appelait « À qui la faute ?» et Jean Alouche, lui, écrivait un texte qui s'appelait « Gel ». Autrement dit, c'était la guerre froide. Après, il y a eu la parution d'une version corrigée au seuil, en 2001. Acte. Première rencontre. Et de notre côté, nous avons distribué la fin qui n'avait pas été mise en public. Nous en avons fait cadeau à ce moment-là. Le contexte a complètement changé aujourd'hui. Nous n'en sommes plus du tout là. Nous n'en sommes plus du tout là. Et ce colloque en est la manifestation. L'engagement que Jacques-Alain Miller a pris de laisser circuler les multiples versions, il ne l'a jamais démenti. Et l'école lacanienne a mis en circulation des versions sur Internet. Personne n'y a trouvé à redire. Donc c'est aujourd'hui un nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous où vous êtes là, Jacques-Alain Miller, et moi je trouve ça extraordinaire. Quand bien même cette rencontre serait sans lendemain, elle a lieu. Nous sommes rassemblés autour de la question du séminaire. La transcription n'est plus strictement une affaire personnelle de quiconque. Je ne sais même pas si elle est une mission de quiconque. Mais elle est posée publiquement d'une nouvelle façon. Voilà. Et est-ce que la transcription critique va être aujourd'hui à ce rendez-vous? Je considère que c'est quelque chose qui maintenant ne dépend pas de Jacques-Alain Miller.
crois, comme Jean Alouche, qu'il n'a jamais songé, jamais conféré ma transcription à la sténographie. Ça, je n'imagine pas qu'il ait fait ça, et je n'ai aucune manifestation qu'il l'ait fait. Ça me paraît exclu. Bon, c'est exclu. Et ce qu'il faisait, c'était, je pense, j'espère, de lire le texte que je lui répétais pour lui-même. Bon. Et deuxièmement, nous avions, sur la base de ce que je lui remettais comme premier jet, si on peut dire, nous avions des séances de travail où c'est moi qui lui posais des questions pour désambiguer certains passages ou choisir entre des formulations ou éclaircir. Et au fond, le critère de Lacan, ça n'était pas est-ce ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce qui doit prendre place maintenant dans le contexte d'un livre à paraître, qu'est-ce qui doit prendre place là. Par exemple, je peux donner cet exemple, en effet dans le séminaire encore, Lacan n'avait pas fait cette fameuse ronde de nœuds où il y a une erreur. Il n'avait pas dessiné ce à quoi il faisait allusion à ce moment-là dans son séminaire. Moi, j'ai eu l'idée, sans doute mauvaise, de demander qu'on le dessine à un dessinateur du seuil. Et puis, bien sûr, j'ai attiré l'attention de Lacan là-dessus en lui demandant est-ce que ça va, puisqu'il avait tout de même un maniement beaucoup plus fréquent des nœuds que moi-même. Regardez, ça va. Quand Thomé et Souris sont arrivés en disant qu'il y a une erreur, c'est moi qui me suis trouvé le coupable, et j'aurais pu me lever et dire mais monsieur, vous l'avez vu, je vous ai posé la question, au moins vous partagez la faute avec moi. Je gardais le silence. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais là-dessus il y a un certain retard, c'est insérer le nœud correct dans l'édition et mettre une note remerciant Thomé et Souris. Bon, j'aurais dû le faire, ça se fera. Ça ne bouleverse pas la lecture du séminaire. Un autre exemple que je prends extempore, c'est dans le séminaire 1 cette fois-ci, 53, qui est paru en même temps que encore, puisque au fond, j'ai commencé par le séminaire 11, c'était mon choix, et ensuite j'ai fait le 1 et le 20. Et donc dans le séminaire 1, vous trouvez dans l'édition que j'ai fait paraître au seuil, à un moment, un schéma en spirale, si vous direz bon, qui reflète la théorie que Lacan pouvait avoir à l'époque de la fin de l'analyse, si je me souviens bien. Or, là, il avait fait un schéma qui ne figurait pas dans la transcription qu'il m'avait remis, dans les sténographies. Et donc, ça manquait, lui-même n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il avait pu faire à l'époque. Là, au fond, c'est la première fois où j'ai eu l'idée, qui m'a manqué ensuite pour le transfert, où j'ai eu l'idée de lui dire, mais il n'y avait pas des gens qui prenaient des notes à l'époque, on pourrait peut-être aller retrouver ça. Il avait le souvenir que quelqu'un, un collègue, qui s'appelait, je crois qu'il est décédé maintenant, qui s'appelait Bejarano, et qui était resté du côté du PA, il avait le souvenir que Bejarano prenait des notes assez complètes, et donc nous sommes allés, Lacan et moi, chez Bejarano, pour lui demander si dans ses notes, pour voir avec lui ses notes, et voir s'il y avait ce fameux schéma. Et dans les notes de Bejarano, pas de schéma. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas laisser un trou dans le livre? Lacan dit, eh bien, essayez de le recomposer, de le réinventer. Et donc, j'ai, avec les éléments qu'il y avait, avec les bouts, les pièces et morceaux, j'ai rafistolé le schéma que Lacan a regardé soigneusement et qui figure maintenant dans l'édition. Donc, voilà, je crois, Lacan lisait ce que je lui remettais à la file, sans
ça à la sténographie, premièrement. Deuxièmement, il y avait des séances de travail qui ont été certainement plus présentes pour le séminaire 11, 1, 20, 2, et le séminaire 2. C'était déjà pour le séminaire 3, qui est paru juste après sa mort et qui était préparé de son vivant. C'est un fait que j'ai ménagé Lacan en lui posant moins de questions que souvent, étant donné son âge, sa fatigue, etc. Je n'ai pas pu obtenir de lui autant de réponses que j'en obtenais pour les précédents. Il y a d'autres erreurs dans le séminaire encore. Leur correction pose à vrai dire cette question, la correction peut être tout à fait à faire, mais elle pose la question que c'est une édition, en effet, autorisée par Lacan de son vivant, et donc on ne peut pas non plus chambouler ça n'importe comment. Et je crois. Bon. Deuxièmement, la remarque de. Enfin, encore quelque chose, disons, qui est de général. Je vois, comme je sais qu'il l'est, je vois Jean très attentif au lapsus de Lacan, au trébuchement, éventuellement aux erreurs pures et simples qu'il peut commettre. Et il y a en effet à foison. Enfin, pas le lapsus, il n'y en a pas tellement, mais enfin, les achoppements, des erreurs, des trébuchements, ça ne manque pas. Il n'y a pas une phrase de Lacan. En tout cas, il était plus abondant en paroles que dans les derniers séminaires. Il n'y a pas une phrase où il y a faute de primaire. Bon. Je pense que Lacan attendait de moi que pour présenter son séminaire au public sous la forme du livre, tout ça soit corrigé. S'il n'avait pas attendu ça, il n'aurait pas pendant 20 ans mis l'embargo sur ses séminaires. C'est quand même une chose évidente. Il a laissé Pontalis éditer des petits comptes rendus, des petits condensés de son enseignement, le bulletin de psychologie. Il a laissé Safouan en faire un condensé du même genre, et cette fois-ci il en a refusé la publication. Il y a d'autres tentatives dont on parlera Nassif, enfin une autre tentative dont on parlera Nassif. Comté s'y était aussi attaché, Claude Comté. Donc, pourquoi pendant 20 ans il n'y a pas eu un livre du séminaire, un livre qui a été fait d'une année du séminaire? Nous reviendrons certainement sur la question, mais ce que Lacan attendait, c'est que ce texte devienne présentable au public. Et dans sa conception, ça supposait en effet que les achoppements de l'exposé oral soient en effet corrigés. Et ça ne faisait pas le moindre doute. Donc là, en effet, on peut dire qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité entre cette édition pour le public, qu'on peut dire corriger, qu'on peut dire améliorer, c'est un terme qu'a employé Jean Alouche, si on est, on peut dire trafiqué, et elle l'est en effet en partie. Il y a parfois, pour pouvoir donner un texte au public présentable, ou avec, dans certains endroits où j'ai des pièces et des morceaux, il faut que je trouve quelle est la solution à mon gré, qui passera le mieux, et ce sont autant. Alors, si on cherche au contraire à traquer l'inconscient de Lacan, si on cherche à l'interpréter, on est fait. Non, je ne dis pas ça. Quand je te nomme, je te nomme. Quand on cherche, etc., en effet, tout ce que moi j'ai effacé, tout ce que j'ai corrigé, prend le statut de maquillage. On maquille ce que Lacan a dit à l'instant I du temps T. Bon, il n'a jamais été question, c'était même ça la base sur laquelle nous sommes entendus, il n'a jamais été question de viser
autorisé la reproduction terme à terme de ce qui avait été enregistré. Encore une fois, si ça avait été le cas, Lacan n'aurait pas eu l'embargo sur la transformation d'un séminaire en livre pendant 20 ans. Ça paraît quand même être, ce point de vue-là, lumineux. Bon. Parmi ces erreurs ou ces trébuchements, il y a des choses massives, enfin, une chose très simple. On prend le séminaire 3. Il y a 2 leçons dans le séminaire 3 des psychoses où Lacan exploite, et même dans son enthousiasme presque redit, c'est rare chez Lacan qu'il redise purement et simplement sans ajouter un tour de plus. Mais il y a 2 leçons dans le séminaire 3 où c'est sensible sous le coup de sa découverte de l'article de Jacobson sur métaphore et enfin sur la phasie. Il y a la présentation, la réduction de la rhétorique à la métaphore et la méthodique. Visiblement, Lacan, dans l'enthousiasme, communique ça tout de suite à son auditoire. Et il est sans doute le premier en France à avoir le texte, puisque c'est paru, si je prends en anglais, et Jacobson l'a donné tiré à part. Et quand on prend la sténographie, on s'aperçoit que Lacan développe métaphore et méthodymie, il n'y a pas une référence à Jacobson. Il a fait passer dans les dessous le nom de Jacobson, l'article, etc., qu'il rétablit, au contraire, dans son écrit l'instant de la lettre. Je me souviens très bien, j'ai signalé la chose au docteur Lacan, je lui ai dit, là c'était le séminaire 3, comme je dis, c'était les dernières années, je lui ai dit, vous n'avez pas mentionné Jacobson et son article, est-ce que je le rétablis? Et il m'a dit, bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est présenté au public avec ça. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait à l'époque? On peut dire parce qu'il ne rêvait que s'utiliser à Jacobson, métaphore et méthodie, ça me paraît vain de penser qu'il aurait pu dissimuler cette source. Bon. Je crois que, ayant à captiver ses auditeurs, une centaine de personnes, il ne mettait pas l'accent sur Jacobson et allait tout de suite inviter tout le monde à s'y reporter, ce qui de toute façon aurait été difficile. Il l'a adopté d'enthousiasme et il a communiqué visiblement cet enthousiasme à l'auditoire, puisque des années encore après, la planche faisait de métaphore et méthodymie le principe pour lire Freud, etc. Bon. Donc voilà cette position de correction, de rendre le texte présentable, le lui mettre plutôt des habits de gala, que le laisser communiquer au public un texte qui serait encore un texte de clochard, un texte. Bon, là, en effet, il y a. Mais alors, il y a un avis de cérémonie. Je peux vous poser une question. Oui, je t'en prie. Justement, dans ce film-là, est-ce qu'il n'y a pas un changement du rapport au public à ce moment-là? Je veux dire, par rapport à la télévision. Par rapport à la télévision, où le rapport au public est raide, c'est-à-dire aucun souci de rendre la chose présentable au public, justement. Qu'est-ce que c'est qui a fait ce virage où, d'un point de vue où il n'était pas question de faire la moindre concession au public, et télévision allait être comme ça aussi, exactement comme un séminaire, n'est-ce pas? Je n'ai aucun souci, de m'accorder, de séduire le public, etc. Comment s'est fait ce renversement du public, puisque en disant qu'il y a eu au moment de la sortie des premiers séminaires, ce souci de rendre la chose présentable. Il n'y a pas eu ce souci au moment de la sortie des premiers séminaires, il y a visiblement chez Lacan ce souci depuis le premier séminaire, puisqu'il ne les laisse pas paraître tels quels. Donc pendant 20 ans, et là, à la fin de l'année 73, il ne fait pas paraître ce haut degré de fiabilité. Ça a été écrit, taqué à la base comme d'habitude, écrit à la main, tapé à la machine par Gloria, on ne sait combien de fois avec des corrections, etc. Enfin, pas tellement de fois, puisque la télévision avait commencé sur un échec, c'est-à-dire l'idée était que ce serait improvisé, donc j'avais donné une liste de questions de Lacan, et je me posais la première, je devais répondre et on devait continuer. On n'a pas vraiment réussi parce qu'il fallait faire plusieurs prises et que Lacan continuait.
continuait à réfléchir à la question, donc ne reprenait jamais au point où on s'était arrêté avant. À la fin de la journée, avec Benoît Jacot, nous avons conclu qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, et nous avons dit au docteur Lacan, enfin, proposé donc, je donnerai les questions, enfin, il avait les questions qui répondent par écrit. Et alors là, très gentiment, pendant une semaine, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu tellement de réécriture, pendant une semaine, il venait presque tous les soirs m'apporter sa copie de la journée. Très gentiment. Et donc j'ai vu petit à petit, j'ai découvert télévision s'écrivant petit à petit. Donc je crois que l'idée qu'il faut être présentable quand on vient devant le public, c'est le motif qui pendant 20 ans a inhibé la transformation des séminaires. Il y a beaucoup d'autres facteurs. C'est qu'aujourd'hui, où il y a des magnétophones, où il y a des caméscopes, etc., nous sommes habitués à la transformation assez rapide de l'oral en écrit. Ça n'était pas du tout le cas dans les années 50 et 60. Et je pense que ce qui a été le moteur de la fabrication des séminaires, du séminaire en livre, c'est la sortie des écrits en 66, qui ont assuré, qui ont témoigné procuré une très grande notoriété à Lacan, et que dans la foulée, il y avait visiblement un public avide à l'époque des séminaires. Je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un désir de la maison d'édition, passant par François Weil, qui était l'éditeur de Lacan, d'avoir d'autres œuvres de Lacan. Donc ils ont demandé d'ailleurs à Lacan de republier sa thèse, ça ne s'est fait qu'en 1975, si mon souvenir est bon, avec réticence, comme il l'explique, et je crois que c'est à l'époque François Weil qui a été, enfin, il fallait qu'on demande à Lacan, enfin, sans doute qu'avant il demandait quoi en faire, Lacan. En tout cas, il ne voulait pas que ça passe au public dans ces détails, ça n'était absolument pas. Aujourd'hui, par exemple, les éditions du Seuil ont une collection spéciale où il y a conférences, enseignements oraux, etc. On ne trouvait absolument pas ça dans les années 50-60. Il a fallu certainement le désir de la maison d'édition pour que finalement la question se pose pratiquement de comment transformer un séminaire en livre. Et une tentative a été faite avant la mienne, dans cette optique, je crois, c'est peut-être un peu plus de détails, par Nassif. Bon. Alors, je ne voudrais pas être interminable, mais je commence à l'être. Deuxièmement... Là où il y a une question, c'est qu'en effaçant le lapsus, en faisant ce texte présentable, en effaçant le lapsus, ça produit un savoir que précisément le lapsus venait contester. Donc on se trouve avec des assertions, qui sont, qui ont été, entérinées par Lacan, par toi, reconnues dans la validité. Simplement, si je me règle non pas sur ce que tu dis, à savoir, il s'agissait de faire un livre et non pas de reproduire ce qu'il y avait eu lieu. Donc, il y a rien sur la légitimité de ce débat. Simplement, le savoir que l'on produit est un savoir que le lapsus vient contester. Donc, ça durcit Lacan. Très bien, oui, c'est ça qu'il s'agit d'ailleurs. Ça, c'est le problème. Durcir Lacan. Oui, mais c'est très embêtant. Oui, enfin, c'était un dur Lacan. Hein. Oui, mais moi, je préfère un peu mou. Hein? Je préfère mou. Ah, voilà. Oui, Ça, ce sont des données plus premières. malléable. Voilà. Plus Ça, malléable. on ne peut pas aller contre ça. Peut-être une réponse à donner un peu. Oui, mais il y avait encore... Alors, très rapidement, le point sur le Covid dans les formations d'annonce. C'est vrai que... J'avoue que j'ai hésité presque dans tout le temps de l'établissement du séminaire. Je revenais sur ça en me demandant, est-ce que je laisse soit, est-ce que je mets ça
Et puis j'ai choisi ça. Sur ton indication, je vais certainement reprendre encore la question. Et en effet, enfin, j'ai été mal à l'aise avec ça pendant tout le temps d'établissement du séminaire. Il a fallu, après que je tranche, il est possible que j'ai tranché dans le mauvais sens, et je reprendrai volontiers ce passage. Pour aller vite, je ne crois pas pouvoir introduire dans les séminaires la graphie autre, O-T-R-E, quand on doit hésiter entre grand A et petit a. Je considère que la minuscule, quand en effet on ne peut pas trancher, alors c'est la minuscule. C'est ça que je fais. Là, chacun son point de vue. Voilà, de la même façon, sur l'amour mort, est aussi nul mort, est aussi mort. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est certainement à prendre. Bon. Alors, maintenant, l'affaire Spécriture, qui donc nous ramène à 20 ans en arrière. Je suis tout à fait d'accord que ça a été une sorte de rendez-vous manqué. J'ai une connaissance de cette transcription par quelqu'un. J'ai été plutôt stupéfait qu'on fasse ça, parce qu'à l'époque, c'était pas courant. En tout cas, je me suis fait depuis à cette pratique, je n'avais pas l'idée. Et j'ai fait appel. Oui, j'en ai parlé au Seuil, si je me souviens bien. Le Seuil a mis là-dessus son avocat, qui a fait un référé contre vous. Il a échoué à l'obtenir. Le juge n'a pas voulu saisir la chose en référé. Ils ont fait une seconde demande en référé, et encore vous avez eu gain de cause. Et alors j'ai considéré qu'il savait. Enfin, je ne comptais pas y être moi-même en question. C'était les éditions du Seuil. Enfin, vu que leur avocat était retoqué 2 fois et que jusqu'alors il n'avait pas été jugé que la validité du testament vacant, j'ai poussé les éditions du Seuil de côté. Nous avons, demandé à Roland Dumas, qui était à l'époque ministre, qui ne pouvait pas lui-même se dire la cause, le nom d'un avocat, c'était Charrière-Bonazel, et je suis allé avec lui, donc au fond. Mais avant ça, dans l'intervalle entre le moment où la cause était soutenue par les éditions du Seuil et le moment où je l'ai prise en mon nom, il y a eu une tentative timide de « parlons-nous ensemble ». J'ai demandé à Joatier de téléphoner à Jean Alouche pour dire « parlons-nous, essayons d'éviter… Peut-être que Joatier n'a pas été assez clair. A répondu que c'était… qu'il avait été rebuté dans cette proposition de nous entendre. Bon. Ce n'était pas Jean Alouche qui était aux commandes. Voilà, c'était moi. Et Joatier était un intermédiaire, alors que c'était de vous qu'on attendait quelque chose. Comme nous étions à ce moment-là, quand même, avec cette écriture à couteau tiré, puisqu'il y avait la justice, etc., avant d'y avancer moi-même, j'ai demandé à Joatier, qui était ami de Jean Alouche, de faire cette démarche pour dire que nous pouvons nous parler directement. Alors, du coup, il y a eu, en effet, cet épisode que je regrette, qui n'aurait pas dû avoir lieu, on aurait dû pouvoir se parler. Maintenant aussi, ça a validé, disons du point de vue juridique, ça a validé le testament vacant qui a dû être produit et où il était confirmé que j'étais responsable du droit moral de l'œuvre et exécuteur testamentaire. Alors, ce que je relève, oui, il y a l'histoire maintenant malheureuse du séminaire de transfert. Au fond, pour moi, c'était tellement pas comme ça qu'il fallait faire que je n'ai même pas utilisé une édition
transfert, je ne me suis pas du tout reporté à votre travail, parce que, bon, c'était le travail pirate qui avait été condamné, donc moi-même, je n'ai pas considéré ça comme un matériau utile. Ah, je trouve, c'était tellement pas comme ça qu'il fallait faire, je trouve ça formidable comme formulation. C'était tellement pas comme ça qu'il fallait faire. Ah oui, c'est superbe, c'est superbe. J'exprime ce qui a été mon aveuglement à ce moment-là. Bon, et la preuve est qu'en effet, je n'ai pas utilisé, et surtout, ce que je n'ai pas fait, je me suis rendu compte que il y avait les notes de Paul Lemoine, avec qui j'avais siégé des années au conseil de l'école de la cause freudienne, et que ces notes étaient très précieuses. Mais il faut dire que, au fond, ce qui était important pour moi, c'était de continuer comme du vivant de Lacan. Bon. Et donc, du vivant de Lacan, je ne consultais pas les notes de Paul Lemoine. Personne même ne l'avait signalé. Je savais qu'il prenait assidûment des notes. Et ce que m'a fait voir cette écriture, c'est que, surtout la volée de bois vert que j'ai prise avec la sortie du transfert et ses errata, j'ai compris qu'il fallait en effet se référer au cahier de Paul Lemoine, et Gilles Lemoine, qui a disparu juste avant les grandes vacances, Gilles Lemoine m'a remis l'ensemble du cahier. Donc je vous dois cette alerte qui a fait que maintenant, quand j'étais venu à séminaire et que Paul Lemoine était là, ce n'est pas le cas de tous les premiers, eh bien je préfère à cet élément supplémentaire. Alors, au fond, je vous ai entendu dire, Daniel, Lacan n'aurait pas voulu, Lacan n'aurait pas aimé, etc. Au fond, vous pouvez prendre des libertés avec ça, si je puis dire. Et moi, au moins la partie de moi, si je puis dire, qui est responsable du droit moral, ne peut pas. Le fondement du droit moral, qui est une notion très particulière, très française, c'est une notion d'exception française, distincte du copyright anglo-saxon. Le droit moral, en quelque sorte, j'ai bien intéressé, je vais amené à parler à la Société des gens de lettres, pour ça, le droit moral est une sorte d'éternisation de la volonté du sujet. C'est très curieux. J'aurais beaucoup de choses à en dire, même par rapport à la pratique celle de la pratique globalisée, celle du copyright. Il y a encore l'exception française, c'est éternisation de la volonté. Donc quand je suis en tant que responsable du droit moral, je n'ai même pas tellement à considérer le pour et le contre, sinon à essayer, on demande comment, c'est pas une table tournante quand même, de se mettre dans la ligne de la volonté de l'auteur, du sujet. Et même, il me semble, je crois avoir lu dans les derniers traités que j'ai regardés du droit d'auteur, il y en a un très important qui est sorti récemment, je crois avoir lu, mais même que le responsable du droit moral peut choisir de continuer le droit moral en faisant le choix de quelqu'un. Ça me paraît bizarre, il faut que je consulte là-dessus. Enfin, il y a une sorte de prolongation du droit moral et de la volonté, c'est-à-dire d'un désir décidé. Et il me semble que voilà, ça restreint plus un certain nombre de mes choix que si ça n'était pas ça la définition. Donc, si vous voulez, moi je n'ai jamais considéré la transcription comme une question personnelle. J'ai même indiqué au départ dans Séminaire 11 que quand je disais on a voulu ici me compter pour rien, qui a été longuement commenté à travers les âges, ça n'était pas une question personnelle. C'est pour moi, j'ai essayé d'être très dépersonnalisé, si je puis dire, dans cet exercice. Est-ce que, maintenant j'analyserai autrement cette phrase que j'ai pu proférer, elle m'a amené d'ailleurs à refuser, au fond, ce que Lacan m'offrait. Lacan m'a dit, nous le signerons ensemble.
Et c'est ce que j'ai refusé, c'est moi qui ai donné les indications pour la couverture, et je me suis fait disparaître dans cette couverture. Il est certain que... Est-ce que j'ai eu raison? C'est pas sûr. Non, non, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. S'il y avait eu... Je sais pas, j'aurais hésité à Jacques Lacan et Jacques Alain Miller de séminaire. Alors que, si vous voulez, quand Granoff a fait un article pour les pays, un article en anglais, résumant et glosant sur le séminaire 4 et sur le fétichisme. C'est signé Granoff et Lacan. Parce que sans doute Granoff, n'ayant pas ma fameuse modestie, a été au contraire ravi de co-signer avec Lacan, ce qui fait d'ailleurs que des années plus tard, les éditions de Noël, le directeur d'édition de Noël est venu me voir parce qu'il avait l'intention de publier un inédit en quelque sorte de Lacan en français, Granoff et Lacan, le fétichisme. Je lui ai dit, il n'en était pas question, c'était chose de circonstance, et qu'il s'appuyait sur cette mercade de Lacan, qu'il n'y avait pas lieu de publier ça. Donc, même s'il n'y avait pas eu Jacques Lacan et Jacques Alain Miller, le séminaire, il aurait pu avoir Jacques Lacan avec la collaboration de Jacques Alain Miller sur la couverture, etc. Et sans doute que ce statut singulier de cet écrit aurait été mis davantage en relief. Enfin, bon, moi j'ai considéré que le travail restait subordonné, même s'il y a un travail de collaboration, restait subordonné, bien entendu, à Lacan, à l'apport de Lacan. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, j'ai déjà été assez long. Non, non, pas du tout. J'ai été assez... Écrit un article, Cervelle Garçon, où j'ai lu qu'Adela avait réussi à démontrer que les falsifications, hein, si je me rappelle bien, il faut quand même parler de ça, les falsifications lacaniennes. Voulez-vous, s'il vous plaît, dire quelques phrases là-dessus? Est-ce que, dans l'optique d'un établissement véritablement critique, faut-il pas supporter ça? Et donc il faudrait signaler, l'édition critique indiquerait l'écart que réalise Lacan par rapport au texte de crise, alors qu'il